Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une 91e mondoscopie. Nous sommes le 1er octobre 2025. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de vous inscrire à la chaîne. C'est tout bête, c'est tout simple, c'est gratuit. Et après d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications. Venez me rejoindre au cercle des amis de Paix et Guerre, le lien est en description. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous soyez beaucoup plus nombreux. Et si vous pouvez nous soutenir via Tipeee, eh ben c'est formidable. Voilà, et là aussi le lien est en description. Alors, la semaine prochaine, nous avions fait un petit ballon d'essai avant l'été. La semaine prochaine, en fonction du sujet qui sera le plus commenté par vous cette semaine, sur cette mondoscopie, je vous offrirai une petite, comme je l'ai déjà fait une fois, une émission plus courte, plus ramassée, sur le point saillant, enfin qui vous aura paru le plus saillant du moins, et je ferai ça la semaine prochaine. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a 3 points. Bien sûr, je vais revenir en premier lieu sur le plan de paix proposé par Donald Trump à propos, non pas de la Palestine, mais simplement de Gaza. Deuxièmement, je vais vous parler de l'Iran, parce que, voilà, il y a quand même une situation très volatile, et on n'en parle pas. Et troisièmement, je vais vous parler de l'Ukraine, parce que je trouve que là aussi, avec tout ce jeu des soi-disant drones, avions, bref, qu'on trouve partout là, et qui sont tous bien sûr imputés à la Russie, bien qu'on ne soit pas capable de fournir beaucoup de preuves. Il y a quand même une ambiance et surtout certaines décisions et certains dires à la fois de Trump et de son secrétaire, de son vice-président Vance et de son secrétaire d'État, Marco Rubio, qui, je trouve, sont bien inquiétantes. On se demande vraiment s'ils n'ont pas tous perdu la tête. Bon. Alors, le plan en 20 points de Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza, n'est-ce pas ? Trump, faiseur de paix, bon, ça commence à faire doucement rire vu la pauvreté des résultats jusqu'à présent, même s'il a l'air d'être très très content de lui. Moi, j'invite à beaucoup de prudence sur ce plan, parce qu'en fait, on est en présence de la même attitude globale américaine, c'est-à-dire cette espèce d'idée qu'on obtient la paix par la force, n'est-ce pas, et par la contrainte, à vrai dire, et la volonté de soumission pure de la partie adverse. Donc c'est un peu l'inverse de la diplomatie, l'inverse du dialogue, l'inverse du compromis, l'inverse de tout ce qui, a priori, a des chances de marcher quand on est sérieux et honnête. Bon, donc en gros, le thème, c'est un peu tu prends l'os que je te donne à ronger et tu te soumets, ou bien je te saute dessus en disant que c'est toi qui ne veux pas la paix. Bon. Et d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment avec ce plan sur Gaza, c'est un peu, ça ressemble beaucoup à l'attitude de Trump et de son envoyé, celui qui est en charge théoriquement des négociations sur l'Ukraine, à côté de Steve Witkoff, qui était plus pragmatique, c'est-à-dire le fameux général Kellogg, qui a l'air un peu sorti de la naphtaline, et comme son plan, si vous voulez, qui est tout aussi difficilement, évidemment, acceptable en l'état par la Russie. Donc on a toujours cette espèce de... C'est terrifiant, les Américains n'arrivent pas à sortir de ce schéma mental où en fait, il faut mettre la partie adverse, l'autre partie au conflit, si vous voulez, qui doit devenir théoriquement, dans une perspective de paix, un interlocuteur. Non, on la rejette dans le camp du mal, du mauvais, de celui qui ne veut pas, qui ne veut rien, voilà, et qui ne veut rien entendre. Et donc, ça justifie en fait ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la montée en tension, éventuellement l'escalade, le durcissement des postures, etc., etc. Bon, sur l'Ukraine, je vous en parlerai en point 3. Revenons à Gaza. Donc, là, on a ce plan. Alors, le plan, donc, c'est 20 points. Je vous les ai mis, ils apparaissent peut-être d'ailleurs au moment où je vous parle, mais en tout cas, vous pourrez les retrouver en description, en annexe, si vous voulez, de la vidéo, pour pouvoir bien les regarder. Bon, c'est en anglais, mais enfin...
Voilà, c'est pas très difficile à comprendre. Alors, bon, le problème de ce plan, c'est qu'il avait à peine été annoncé, n'est-ce pas, par Trump et Netanyahou, parce qu'en fait, ce n'est pas un plan avec les Palestiniens, c'est un plan israélo-américain que l'on balance comme ça à la partie palestinienne. Donc ce plan a été immédiatement suivi, mais dans la foulée de la conférence de presse commune, par un espèce de discours de Netanyahou, clairement double, enfin qui laisse penser qu'il se donne finalement tous les moyens de pouvoir continuer ce qu'il est en train de faire. Alors je vais revenir un peu sur le détail, bien sûr. Quant au Hamas, pour l'instant, il dit qu'il va étudier, il n'a pas encore réagi officiellement. D'ailleurs, il faut comprendre que le Hamas n'est pas seul. Il y a un certain nombre d'autres mouvements de résistance palestiniens, le djihad islamique, mais il y en a plein d'autres, il y en a au moins une dizaine, qui sont en fait partie prenante de l'équilibre des forces politiques et militaires à Gaza et d'ailleurs au sein de l'échiquier palestinien, qui doivent, et dont certains, en fait, il n'y a pas que le Hamas qui a des otages, donc si vous voulez, c'est assez compliqué déjà de faire comme s'il n'y avait que le Hamas, si vous voulez, qui devait dire oui ou non, ou zut, pour pas dire pire, parce qu'en fait, il faut aussi l'accord des autres, sinon ça ne peut pas marcher. Bon, donc il y a une mise en œuvre quand même assez incertaine, très incertaine, et Israël même apparaît divisé. Bon, donc est-ce que c'est pas finalement simplement une espèce de meringue là qu'on nous fait et qui est en fait une couverture pour pouvoir avoir un prétexte pour reprendre la guerre? En tout cas, le Hamas a dit qu'il allait discuter, donc qu'il examinait la proposition américaine, que ça pourrait prendre plusieurs jours. Trump leur a donné 3 jours. C'est pas vraiment, là encore, le propre d'une négociation. En fait, le Hamas, selon les sources palestiniennes proches de lui, a dit qu'il voulait un accord global pour mettre fin à la guerre et surtout assurer, et c'est ça quand même le point critique, le retrait, du point de vue du Hamas bien sûr, assurer le retrait complet d'Israël de la bande de Gaza, la levée du blocus qui est quand même imposé depuis 2007 de l'enclave, c'est une réalité, et la reconstruction de la bande de Gaza. Bon. Donc, la proposition américaine, elle est quand même truffée de zones d'ombre, notamment sur le calendrier de retrait israélien et sur le cadre du désarmement du mouvement palestinien. Et ça, c'est déjà des choses qui avaient été exigées par le Hamas dans les négociations passées. Donc voilà, c'est une base de négociation et le Hamas pourrait éventuellement y répondre favorablement. Mais si c'est à prendre ou à laisser, évidemment, c'est un autre sujet parce que c'est très imprécis, à vrai dire. Donc à ce stade, le Hamas a déjà accepté, depuis déjà plusieurs mois, à vrai dire, l'idée de se retirer, c'est-à-dire de ne plus gouverner Gaza à l'issue de la guerre et de démanteler ses moyens, ses armes offensives. Donc, il y avait déjà des avancées du côté du Hamas, si vous voulez, qui correspondent à une partie de ce plan. Bon, notamment, voilà, arrêter la production de nouvelles roquettes, détruire les tunnels vers Israël, etc. Mais tout ça, c'est pas comme ça, contre rien. C'est évidemment dans l'esprit du Hamas, contre un projet politique qui mène vraiment à la fin du conflit israélo-palestinien dans son ensemble. Vous me direz que le Hamas n'est pas tout seul à pouvoir décider de ça, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il pour l'instant? Netanyahou, donc dans la foulée de l'annonce du plan, a dit que l'armée israélienne restera dans la majeure partie de Gaza, malgré toutes les pressions. Et donc, évidemment, le Hamas, du coup, dit, oui, nous, alors du coup, on a le droit de résister à l'occupation israélienne. Donc, on se demande si l'idée du plan, c'est pas de faire porter l'échec sur le Hamas, de justifier la poursuite des opérations, avec un blanc-seing américain total. D'ailleurs, Trump l'a dit, et Netanyahou l'a mis par ses déclarations en disant
voilà, si le Hamas n'accepte pas, il sera clair que c'est de leur faute, qu'ils ne veulent pas de la paix qu'on leur propose. Et donc, ça légitimera la poursuite de la destruction de Gaza, l'élimination de la résistance et la poursuite, bien sûr, du martyre des populations civiles sur place. Bon, donc en gros, si vous voulez, c'est un peu un plan lose-lose pour le Hamas, si vous voulez. Voilà, s'il rejette le plan, il sera celui qui a fait obstruction à la paix, so-called, la paix internationale. Et s'il l'accepte, ça veut dire qu'il se saborde, il légitime la destruction de la résistance et il obtient quoi, en fait, en échange? Bon. Donc, en plus, dans ce plan, il n'est question vraiment que de Gaza. Il n'y a pas de mention de Jérusalem, il n'y a pas de mention de la Cisjordanie, qui est quand même toujours menacée d'annexion, par les jusqu'au-boutistes du gouvernement Netanyahou, même si Trump a dit qu'il s'y opposerait. Enfin, oui, comment Il n'est pas question non plus de souveraineté étatique. Il y a l'évocation de la démarche franco-saoudienne, c'est vrai, mais on n'évoque pas non plus, alors on dit qu'un jour, les Palestiniens, vers la fin des points, vous verrez, pourraient aller vers l'état d'État, si vous voulez, le statut d'État, mais bon, c'est très flou, il n'y a pas de calendrier, il n'y a rien, il n'y a même pas de notion d'élection, et la réforme telle qu'elle est mise dans le plan de l'autorité palestinienne, c'est pas non plus, on sait très bien que l'autorité palestinienne est très délégitimée, qu'est-ce que ça veut dire la réformer? Voilà, et surtout, il n'y a pas de véritable calendrier, donc il est très probable que le Hamas et les autres partis d'opposition à l'autorité palestinienne et à Mahmoud Abbas, en fait, proposent des amendements. Voilà. Alors, Netanyahou, donc, il a dit qu'il soutenait le plan de paix, évidemment, puis c'est lui qui l'a mis au point avec Trump, mais il a dit donc que l'armée resterait dans la majeure partie de la bande de Gaza, alors que ce qui est prévu, c'est un retrait progressif du territoire palestinien. Donc il y a un double discours, donc il y a un discours comment dirais-je, à destination du monde, et puis il y a un discours bien sûr à destination intérieure. Voilà. Donc il a dit, il a menacé, il a dit en gros, si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, ou s'il l'accepte en apparence, mais fait ensuite tout pour le contrecarrer, comme si Israël ne faisait pas rien pour contrecarrer, naturellement, alors Israël achèvera le travail par ses propres moyens. Qu'est-ce que ça veut dire achever le travail? Voilà. Donc, voilà, c'est comment dirais-je, on voit ce qui s'est passé en mars, Israël s'était retiré des pourparlers, après ils se sont remis à assassiner les négociateurs, ils viennent de frapper le Qatar, alors là, pendant qu'il était à Washington, Trump l'a fait appeler, je crois, le Premier ministre qatari, pour dire qu'il était vraiment désolé de cette frappe. C'est complètement, c'est lunaire. Et puis, il ne faut pas oublier que Netanyahou, il a un gouvernement avec des partenaires extrême droite, on va dire, qui refuse évidemment non seulement toute idée, comme lui, d'État palestinien, mais toute fin de la guerre tant que le Hamas n'aura pas été éliminé. Or, éliminer totalement le Hamas, même s'il a été très affaibli, ce n'est pas le cas. Et voilà. Donc, d'ailleurs, Smotrich, là, le ministre des Finances, a qualifié le plan d'échec diplomatique. Il faut quand même le faire. Bon. Quant aux familles d'otages israéliens, elles continuent à essayer de faire pression sur Donald Trump pour qu'il y ait absolument un cessez-le-feu. Voilà, il y a les colons du côté des colonies de Cisjordanie, notamment dans le nord, leurs responsables ont dit que la création d'un État palestinien était une ligne rouge, c'est-à-dire en gros on y est, on y reste, on s'en ira pas. Et donc en gros, si le Hamas disait oui, avec l'accord des autres mouvements palestiniens,
Netanyahou devra changer son alliance de gouvernement parce que les ministres les plus radicaux pourraient le quitter. Bon, parce que voilà, il y a un certain nombre de colons qui se considèrent trahis. Voilà, si vous voulez, c'est très, 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 très flou. Mais surtout, la grande question, c'est quand même qu'encore une fois, les Palestiniens, puisqu'il est prévu une occupation, il est prévu un board un peace board, n'est-ce pas, un bureau pour la paix qui sera présidé par Trump et dont on a imaginé, il faut quand même le faire, je veux dire, en termes de sommet d'indécence et de cynisme, c'est pas mal, on a imaginé de mettre le terrifiant Tony Blair à la tête de ce exécutif, si vous voulez, de cette autorité, en fait, une espèce de gouvernorat international de Gaza. Tony Blair, l'homme de l'Irak, l'homme qui c'est même pas proche des positions israéliennes, c'est tout contre. Donc là, bon, je pense qu'il n'en est plus question, mais enfin, il fera quand même partie du dispositif. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre la Palestine sous contrôle américain et étranger, international, mais enfin, sous direction américaine. Et en gros, eh bien, de continuer, de poursuivre l'occupation de Gaza. Alors l'idée, ce serait de reconstruire Gaza, etc. Bon, mais enfin, comment ça peut concrètement être possible ? À ce stade, donc, on est face à des factions palestiniennes, pas forcément le Hamas, mais d'autres, qui expliquent que tout ça, c'est très très vague, que en fait, ça reprend les objectifs d'Israël à long terme, ça va permettre de prolonger le martyre des populations à Gaza, ça n'inclut pas le droit du peuple palestinien à s'autodéterminer et à se protéger des massacres. C'est juste une façon de repousser encore au calendrier grec la reconnaissance d'un État palestinien et un véritable moment charnière qui serait important. Donc en fait, si vous voulez, ce plan de paix, c'est peut-être bien plutôt qu'un plan de paix, un plan de mise à feu des poudres, si vous voulez, dans la région. Parce que tant que finalement, si vous voulez, il ne s'agit pas simplement de rendre les otages, on sait très bien que ça ne suffira pas de rendre les otages pour qu'Israël arrête ses opérations militaires. Puisque dans le plan, il est dit, voilà, sous 72 heures, tous les otages doivent être rendus, côté Hamas. En échange, les Palestiniens vont en récupérer un certain nombre, beaucoup plus nombreux. Mais il n'y a pas de calendrier véritable de retrait clair et net des forces armées israéliennes de la bande de Gaza. Donc c'est quand même ça le véritable problème. Gaza est toujours traité comme une espèce d'entité qui n'est pas souveraine, qui est désarmée, qui serait donc sous administration internationale. Et ça, c'est complètement, à mon avis, inacceptable pour la conscience nationale palestinienne. Alors après, il faut voir ce que leurs leaders vont décider, ce qu'on va leur proposer. Il y a une amnistie aussi qui est prévue pour les combattants qui rendraient leurs armes, pour ceux qui partiraient, etc. etc. Donc, au-delà de l'échange des 250 prisonniers qui ont des condamnations à vie, et puis des 1700 Palestiniens qui sont détenus, Palestiniens de Gaza qui ont été détenus depuis le 7 octobre, donc en échange des 48 otages, dont une petite trentaine, je crois, seraient en fait morts, donc ce seraient les restes de ces personnes qui seraient données. Mais de l'autre côté aussi, je pense qu'il y a pas mal de morts. Donc en fait, si vous voulez, tout ça, c'est quand même très flou. C'est négocié unilatéralement, en fait, du côté américain et israélien. Donc je pense que ça va être quand même très compliqué. Bon,
C'est un certain nombre de représentants, d'ailleurs plus populaires, hein, qui sont voilà, des représentants de Gaza Sud, des communautés, etc., de Gazaouis dans le Sud, bon, disent, écoutez, en fait, c'est une mascarade, c'est fait pour permettre le retour des otages, donc la satisfaction de Netanyahou, avec aucune paix en retour, hein, et encore moins d'indépendance. Donc c'est de la manipulation. Et s'il n'y a pas de garantie que la guerre prendra véritablement fin si on rend les otages, c'est une farce. Voilà. Donc, néanmoins, à ce stade, les ministres des Affaires étrangères saoudiens, jordaniens, émiratis, indonésiens, pakistanais, turcs, qataris et égyptiens ont quand même fait une déclaration conjointe remerciant Trump de ses efforts sincères, ça ne s'invente pas, pour mettre fin, alors disent-ils, au génocide à Gaza. Les ministres se disent prêts à aider, en fait, les États-Unis et les parties prenantes à finaliser un accord de paix et à assurer sa mise en œuvre de manière à parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité pour tous les peuples de la région. Bon, l'Italie et la France ont aussi dit qu'ils étaient reconnaissants à Trump pour son plan et on dit que ça pourrait être un point pivot, enfin le pivot pour aller vers une cessation permanente des hostilités. En demandant au Hamas, en disant que le Hamas, en fait, n'a pas d'autre choix que de relâcher les otages et de suivre ce qui est proposé. Bon. Donc, on va voir. Ce qui est certain, c'est que, si vous voulez, on se pose de plus en plus la question. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Souhaitons que ça marche, si vous voulez. Souhaitons que le Hamas dise OK, qu'il soit soutenu par l'ensemble des autres mouvements, des autres factions palestiniennes. Souhaitons que quelque chose puisse se mettre en place et souhaitons en fait qu'Israël n'ait d'autre choix que de se retirer petit à petit. Mais il n'en reste pas moins qu'Israël ne veut pas d'État palestinien. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps en Cisjordanie? Qu'est-ce qui va se passer pour les Gazaouis concrètement? Dans quelle mesure est-ce que la tenaille ne va pas se refermer encore une fois sur cette malheureuse enclave? Et on voit bien que le grand problème derrière tout ça, et j'en finirai par là, c'est qu'en fait, Israël devient pour les États-Unis quand même si Trump n'a pas l'air de s'en rendre compte, et ce ne sont pas les arbitrages qui sont faits pour l'instant à la Maison-Blanche, mais ça devient une menace pour la sécurité des États-Unis, au sens où les États-Unis ont besoin de s'entendre quand même avec les États du Moyen-Orient. Surtout qu'il y a d'autres puissances, je pense à la Chine, je pense à la Russie, qui proposent d'autres types de relations à tous ces États. Donc bien sûr, il y a, comme je vous l'ai expliqué dans une récente mondoscopie, il y a de fait une dépendance économique et financière, une interdépendance très lourde entre les pays arabes et les États-Unis depuis très longtemps, autour du dollar, autour de la dette, autour des moyens de leur développement, qui fait que ils ne peuvent pas voler au secours, l'eussent-ils voulu, de la Palestine, parce qu'en fait, les États-Unis, à ce moment-là, les étranglent. Bon, ça, c'est la réalité économique et financière internationale pour l'instant. Mais concrètement, il y a un moment où le fait de soutenir Israël dans des positions extrêmement jusqu'au-boutistes et qui vont vers l'impasse, peut devenir très dommageable pour la sécurité des États-Unis et risquer d'entraîner les États-Unis dans des affrontements qui ne seraient pas à son avantage. Alors évidemment, suivez mon regard, je pense à l'Iran, et c'est mon deuxième point, parce que donc Trump, jusqu'à présent, a réussi à éviter
de s'engager frontalement et longuement, durablement auprès d'Israël dans une offensive contre l'Iran. Mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de statu quo, une défense assez forte, assez ferme de l'Iran, qui n'est pas nucléaire, mais qui s'est quand même défendu de manière balistique, de manière très, très claire. Et que s'est-il passé derrière? Il y a eu une phase de grande froideur, bien sûr, avec la IEA qui a été dégagée de l'Iran, etc. Et puis les Iraniens, habilement, ont accepté de revenir dans le jeu international et de reprendre langue avec la IEA et finalement d'accepter de nouveau des inspections, c'est-à-dire ils ont fait ce qu'Israël espérait qu'ils ne feraient pas. Voilà, ils ont pris à contre-pied et ils ont dit bah, d'accord, très bien, on veut bien que notre programme d'enrichissement soit de nouveau inspecté par la IEA. Et ils avaient donc fait un nouvel accord avec le directeur de la IEA, Grossi. Mais que s'est-il passé dans la foulée, il n'y a même pas 8 jours? Eh bien, l'Union européenne et le Conseil de sécurité ont en fait remis en œuvre les procédures dites de snapback, c'est-à-dire ils ont remis en vigueur un certain nombre de sanctions. Et donc, l'Iran s'est senti de nouveau trahi, forcément lâché, alors qu'il essayait de revenir dans le jeu. Donc là aussi, on voit bien que l'objectif n'est pas la négociation, n'est pas l'apaisement, n'est pas la recherche d'un compromis. C'est toujours la recherche d'une position antagoniste, dure, parce que derrière, on espère peut-être encore, de la même manière qu'on espère faire tomber Vladimir Poutine, on espère faire tomber le régime iranien. Et donc les Iraniens se sont durcis, viennent de rappeler quand même leurs ambassadeurs européens en Europe, enfin le français, enfin l'ambassadeur d'Iran en France, l'ambassadeur d'Iran en Grande-Bretagne, l'ambassadeur d'Iran en Allemagne, qui sont donc repartis en consultation à Téhéran. Et donc on voit bien qu'il y a un durcissement. Et dans ce contexte, on observe depuis 2 jours comment dirais-je, la trace satellite d'avions, et encore, il y a peut-être ceux qui coupent leur transpondeur, d'une bonne douzaine, mais il y en a beaucoup plus, je crois, d'avions américains ravitailleurs et de transport lourd qui se dirigent a priori vers le Moyen-Orient, via l'Europe, via la Grande-Bretagne, via l'Allemagne. On sait qu'il y a un certain nombre aussi de chasseurs américains qui sont en attente de partir depuis les bases en Grande-Bretagne. Alors, pour quelle destination? Est-ce que c'est un exercice militaire? Est-ce que c'est de la gesticulation? Est-ce que c'est de l'intimidation? Ou est-ce qu'il y a derrière tout ça la préparation d'une nouvelle montée en tension vis-à-vis de l'Iran et peut-être, qui sait, nouvelle attaque israélienne contre l'Iran? Parce qu'en fait, on n'avait pas vu ça depuis cette fameuse guerre, on n'avait pas vu ces mouvements, si vous voulez, depuis la guerre dite des 12 jours, donc les frappes israéliennes contre l'Iran qui ont donné lieu à une réplique et aussi à un soutien américain à certaines frappes contre le programme et les localisations des éléments principaux du programme nucléaire d'enrichissement iranien. Bon. Donc, si vous voulez, il y a un contexte qui est quand même là aussi extrêmement volatile, extrêmement dangereux. On a cette impression, en fait, que les États-Unis ne démordent pas de ce rêve fou de pouvoir continuer à faire la loi sur l'ensemble de la planète. Ils essayent au Venezuela, en Amérique latine, ils essayent, voilà. Et ils sont évidemment prisonniers à la fois de leur volonté hégémonique et prisonniers aussi de leurs limites concrètes. Et surtout, on voit bien que Trump est quand même, pour l'homme qui voulait arrêter toutes ces guerres éternelles, est quand même en train de se faire très très sérieusement reprendre en main par l'État profond américain. Et ça, malheureusement, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour nous tous, parce que finalement, si chaque fois qu'on parle de paix, en fait, on est en train de masquer
des opérations de montée en puissance et d'attaque ou d'agression contre les États qui ne se soumettent pas, hein, que ce soit les Russes, les Iraniens, les Chinois, bon, eh ben, on est quand même, pour parler vulgairement, très très mal barré. Alors, j'en viens à mon troisième point, l'Ukraine, quand même, je ne peux pas ne pas en parler, pardon. Donc là, on est aussi dans une phase qui n'est pas très rassurante, puisqu'on a donc le fameux général Kellogg, envoyé spécial de Trump, qui a manifestement repris la main sur la ligne pragmatique qui était tenue par Steve Witkoff, ou qui était peut-être simplement incarnée malignement par Steve Witkoff, qui sait. Donc, Keith Kellogg a fait des déclarations très récentes en disant que Trump avait autorisé, en fait, des frappes de pays de l'OTAN contre Moscou. Bon, je rappelle que l'Ukraine n'est pas un membre de l'OTAN. Je rappelle que les États-Unis sont quand même la force dominante au sein de l'Alliance Atlantique. Je rappelle que Trump a dit à plusieurs reprises récemment qu'il était d'accord pour vendre des missiles à l'OTAN pour les transférer vers l'Ukraine et pour les utiliser contre la Russie, pour qu'elle les utilise contre la Russie. On sait très bien, évidemment, que les Ukrainiens ne peuvent pas activer de telles armes tout seuls, hein, au moins au plan satellitaire, ils ont besoin de l'OTAN et, à vrai dire, des Américains. Donc, là, on est dans une espèce de fuite en avant aussi et d'escalade qui est quand même très inquiétante, alors qui est toujours basée sur le faux raisonnement, c'est-à-dire la Russie est faible, donc on peut y aller en fait. Hein, elle est beaucoup plus faible, elle n'arrive à rien, c'est un tic de papier, bon, etc., etc., etc. On voit bien, là, s'il était encore besoin, évidemment, que l'Ukraine est le proxy de l'OTAN, clair et net contre la Russie, mais c'est une folie, c'est une escalade complètement folle. Il faut quand même revenir à un minimum de pragmatisme et d'intelligence de situation. Si vous vous mettez à la place de Poutine, bon, c'est clair, les États-Unis fournissent les missiles, les États-Unis approuvent le déploiement de missiles en Ukraine, les États-Unis autorisent les cibles de ces missiles depuis leur site de lancement en Ukraine. L'OTAN fournit le guidage satellite de ces armes. L'Ukraine cible Moscou et lance les missiles. Bon, c'est quand même très compliqué après pour Trump de venir dire qu'il n'est pas partie prenante au conflit, n'est-ce pas, qu'il est un médiateur, qu'il voulait la paix, etc., etc. Enfin, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc, en fait, les États-Unis sont en train de prendre des positions qui vraiment vont couper, en fait, ou risquent de couper tout dialogue entre Moscou et Washington. Alors, on peut comprendre que c'est évidemment ce qu'attendent les néoconservateurs américains, ce qu'attend l'État profond américain, ce qu'attendent une partie, les démocrates, c'est sûr, et du Parti républicain. Bon, tous les va-t-en-guerre, on est bien compris. On a bien compris, mais Trump, si vous voulez, s'il veut expliquer qu'il n'y est pour rien, à part quitter l'OTAN, on ne voit pas très bien ce qu'il peut faire. Parce que là, c'est vraiment finalement laisser courir et laisser aller le jusqu'au-boutisme des Européens. Les Européens, on a bien compris pourquoi nos dirigeants, pas les peuples, qui sont beaucoup plus intelligents et lucides et raisonnables, mais on comprend bien pourquoi les dirigeants européens sont dans cet état d'esprit, pourquoi ils veulent l'escalade,
parce que, pour des raisons financières et pour des raisons économiques, parce que l'Europe est dans une crise gigantesque, en fait, c'est un désastre, et c'est aussi le reflet d'une idéologie, c'est le reflet d'un dogmatisme, pas seulement vis-à-vis de la Russie d'ailleurs, d'un dogmatisme à tout point de vue, sur la vision de l'Europe, ce que doit être l'Europe, l'ouverture de l'Europe à tous les vents, etc., etc. Donc, en fait, tous ces dirigeants, ils sont dans une impasse. Ils sont dans une impasse. Donc, ils choisissent tous la fuite en avant, comme je vous l'explique depuis très longtemps. Ils n'ont plus vraiment d'effet de levier, à part la guerre. À part la guerre. Et si les États-Unis les laissent faire, pour eux se faire de l'argent, parce que c'est ça derrière, c'est vendre des armes, donc les produire, eh bien, ça peut être une véritable tentation. C'est-à-dire que moi, j'en suis à me dire, mais on est assez fou pour aller au choc. Voilà, ça paraît délirant. On se dit, non, c'est pas possible, on peut pas aller si loin dans la bêtise, dans la folie, dans le danger, dans la mise en danger des populations européennes. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de signes, si vous voulez. Et à partir du moment où les dirigeants considèrent que leur porte de sortie pour, soi-disant, faire repartir l'économie européenne à zéro, pour permettre d'écraser la dette qui est gigantesque, qui est ingérable, qui est irremboursable, et pour essayer de s'emparer d'un certain nombre de richesses, éventuellement d'un ennemi qu'on s'imagine pouvoir défaire, parce que c'est quand même ça la dinguerie, si vous voulez, c'est qu'on s'imagine qu'on va y arriver. Voilà. Eh bien, on prête en fait de plus en plus le flanc à l'exploitation par les uns ou par les autres. Je pense évidemment en premier lieu aux Ukrainiens. D'une situation, de la création d'un false flag, comme c'est toujours le cas, qui permettrait de mettre le feu aux poudres et puis d'autoriser un déploiement de troupes, une réaction de la Russie, et puis une réaction de l'OTAN, et puis boum, 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 et puis c'est parti. Et puis effectivement, les populations européennes, écoutez, elles vont aller se cacher dans les caves, elles aussi. C'est complètement délirant. On est vraiment dans une folie, mais il faut se mettre à la place des Russes. Si les Russes se rendent compte de ça, c'est-à-dire si les Américains, si ça continue cette escalade sémantique, verbale, cette espèce de posture complètement débile des Américains, et surtout si, comme Zelensky bien sûr le demande à corps et à cri, les Américains en venaient à autoriser le déploiement de systèmes Tomahawk sur le sol ukrainien, bon, c'est lourd, c'est gros, ça se voit très bien, mais enfin, ça peut se faire, alors là, la ligne rouge russe sera définitivement enfoncée. Et là, je crains qu'il n'ait d'autre choix que de réagir. On teste les lignes rouges, si vous voulez, à force de dire Poutine bluffe, Poutine bluffe, Poutine bluffe, on continue, mais si vous voulez, ça ne va pas changer, même l'usage de Tomahawk ne va pas changer le sort de l'Ukraine au plan militaire. C'est simplement que ça va déclencher une guerre. Ça va déclencher une guerre. Donc, même si ces Tomahawks ne sont pas évidemment équipés de têtes nucléaires, ce qu'on peut quand même espérer, mais d'abord il faudrait le clarifier, parce que les Tomahawks effectivement peuvent emporter des têtes nucléaires, donc il faudrait peut-être déjà le dire, qu'on ne risque pas de fournir aux Ukrainiens ce type de choses. Et puis surtout, il faut remettre au pas les Européens, et notamment les Britanniques, mais aussi certaines puissances européennes, dont malheureusement la nôtre. Voilà. Donc, c'est incompréhensible que Trump se laisse comme ça balader. Je ne sais pas qui le tient, comment, pourquoi, à quel prix. Enfin, voilà, au lieu de les remettre tous, non seulement à l'amende, mais de leur dire que ça suffit, que ça va trop loin,
on se demande s'il n'est pas en train finalement de les laisser faire des folies, des bêtises, en s'imaginant que les États-Unis ne seront pas engagés et pourront se dédire, alors qu'ils auront fourni quand même les armes servant à cibler la Russie dans la profondeur de son territoire non ukrainien, si vous voulez. Bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? De toute manière, si l'Europe poursuit son escalade de cette façon-là, l'Ukraine va être complètement détruite, hein, ça il faut être clair, parce que les Russes peuvent aussi accélérer s'ils le souhaitent, contrairement à ce qu'on feint de croire, et elle va être complètement détruite. Et les troupes OTAN qui auront le malheur d'être sur le territoire ukrainien vont passer sans doute un très très sale quart d'heure. Donc, ce sera de la destruction massive, elle va prendre Moscou, les forces russes qui sont quand même extrêmement nombreuses, dédiées maintenant à l'opération ukrainienne, vont prendre tout ce qu'elles veulent en Ukraine, vont aller aux frontières des 4 oblasts beaucoup plus vite et beaucoup plus brutalement qu'elles ne le font. Donc c'est une impasse, quoi. La seule chose à faire, et je terminerai là-dessus, c'est évidemment de se remettre à discuter, de se remettre à parler sérieusement avec les Russes à partir des réalités du terrain, et de faire, au lieu de pousser agressivement vers la guerre, de pousser agressivement vers la paix. Voilà. Et finalement que l'Europe ose prendre en charge une initiative de paix. Pour une fois, pour changer, ce serait bien. Parce que ça limitera les destructions, ça limitera les pertes de l'Ukraine, ça limitera les avances russes, ça épargnera la vie de milliers et de dizaines de milliers de soldats ukrainiens et russes, mais surtout ukrainiens, hein, vu les ratios. Et c'est ça qui peut finir par mettre fin à la guerre. Voilà. Donc, il faut changer complètement de direction. Mais est-ce qu'on va avoir des dirigeants qui vont à un moment donné se réveiller, prendre un verre d'eau froide et se dire on se calme, au lieu d'expliquer qu'ils vont faire des murs de drones qui ne servent à rien, puisqu'en fait les drones, on peut les mettre derrière, on peut les acheter, les convoyer, les mettre derrière les lignes ennemies. Enfin, tout ça n'a aucun sens, à part une folle dépense qui est en fait une diversion par rapport aux nécessités économiques et financières propres des États européens. Bon. Et dans le cadre, malheureusement, de cette poussée vers l'escalade des Européens, il ne faut pas oublier que les Ukrainiens sont vent debout, ils sont trop contents là, depuis que Trump refait des déclarations, certes sarcastiques, mais ça l'Ukraine ne comprend pas, donc elle prend tout au premier degré et elle en profite. Il faut quand même faire attention à ce qu'elle ne prépare pas une opération sous faux drapeau qui serait destinée à lancer véritablement l'OTAN à son secours, soi-disant, un genre de, je ne sais pas moi, parce qu'ils récupèrent des drones russes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les drones russes de surveillance, une fois qu'ils ont fait leur boulot de surveillance, les Géran, là, par exemple, ils se posent. Voilà, donc là, ils sont récupérables en Ukraine, par les Ukrainiens. Mais c'est des drones russes. Donc, et c'est pour ça qu'on en a trouvé scotchés avec des papiers, etc., avec des grands sparadraps, on va dire, dans les soi-disant attaques récentes partout. Donc, il faut faire très attention que les Ukrainiens n'aient pas le loisir ou qu'on ne les aide pas en plus, parce qu'on est capable de prendre des drones russes, de les réhabiliter ou de les remettre en service, mais avec sous une forme de drone d'attaque, d'aller attaquer je ne sais pas moi, un hub logistique
nœud logistique en Pologne ou ailleurs, ou en Roumanie, et puis d'expliquer voilà, mais que c'est absolument scandaleux, que des pays de l'OTAN sont visés, et qu'il faut réagir. Alors, il y a Maria Zakharova, la porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères, qui a alerté, parce qu'en fait, les Russes passent leur temps à essayer de déminer les provocations des Ukrainiens. Donc, chaque fois qu'ils ont des informations par leurs services, par leurs sources sur place, etc., sur de possibles incidents sous faux drapeau en préparation du côté ukrainien, évidemment, ils les révèlent en amont pour que l'Ukraine soit dissuadée de les mettre en œuvre, si vous voulez. Donc ça, c'est... Voilà, donc là, il y a l'histoire, effectivement, de drones, de drones russes capturés par les Ukrainiens qui, éventuellement, pourraient aller attaquer des hubs logistiques en Pologne et en Roumanie. Ça n'est pas totalement improbable. Il y avait eu aussi, d'ailleurs de la même manière le SVR, donc le service extérieur d'enseignement russe, cet été avait essayé de débunker, enfin de déminer, entre guillemets, au sens figuré, les éventuels projets ukrainiens d'attaque sous faux drapeau en mer Baltique, puisque à l'époque, ils avaient expliqué qu'il pouvait y avoir des torpilles de l'ère soviétique russe qui avaient été transférées aux Ukrainiens, qui seraient utilisées par les Ukrainiens pour taper soit un navire américain ou en tout cas exploser à proximité d'un navire américain, ou éventuellement même des mines, ou de faire sauter des mines russes aussi de l'ère soviétique. Bref, tout ça ayant pour objectif, bien sûr, de pousser Trump à s'engager dans un soutien offensif, en fait, à l'Ukraine, et direct, ou via un soutien affiché aux Français, aux Anglais, aux Allemands, à Dieu sait qui. Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, c'est vraiment un contexte complètement, je trouve, dangereux, complètement insensé, complètement, vraiment extrêmement déraisonnable, pour dire le moins, et je pense que on est malheureusement parti dans quelque chose qui échappe très largement, parce que chaque parti du côté occidental, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, que ce soit chaque pays européen en lui-même, est en fait sur une ligne d'où il ne se déroute pas, si vous voulez. Il ne peut plus, sauf à avoir l'intelligence et l'humilité, en fait, de changer vraiment de portage complètement. Mais ça, bon, il faut avoir un sens politique et un sens surtout de l'histoire et du danger et de la sauvegarde de sa population important. Mais sauf à faire ça, en fait, chacun continue sur sa ligne et c'est toujours la pente la pire, en fait, qui est empruntée. Voilà. Donc, et pour l'instant, on a l'impression qu'il y a une convergence entre la pente belliciste européenne et la pente américaine, puisqu'on voit qu'autour de Trump et que Trump lui-même a été manifestement repris en main encore une fois. C'est absolument effrayant. C'est absolument effrayant. Voilà, je vous quitte sur ces considérations tristes. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, aidez-nous, soutenez-nous, abonnez-vous nombreux à la chaîne et à très bientôt. Je vous dis à très vite, mercredi prochain, chers amis. Au revoir, bonne soirée.